Il est 20h, mesdames, messieurs, vous suivez Eden Télévision, c'est l'heure du journal, les titres à présent. La correction du baccalauréat session de juin 2019 a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Ce lundi matin, nous en parlerons dans ce journal. Et puis ce 2 juillet va démarrer dans tous les départements du Bénin la phase d'enregistrement du projet de reconstitution des actes de naissance en chou sur Prahane. Hors de nos frontières, les premières élections municipales depuis 1987 au Togo ont été boudé ce dimanche. Le taux d'abstention tournait autour de 75% dans les bureaux de vote acquis à l'opposition. Ce sera tout pour le sommaire. Bonsoir si vous venez de nous rejoindre. Démarrage ce lundi matin de la correction du baccalauréat, session de juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, dans le littoral, nous nous sommes rendus au collège d'enseignement général Bégamin pour constater l'effectivité des activités. Nicolas Rontondi, le chef de ce centre de correction, s'est confié à Ayat Foué et Romaric Devouchi. Depuis 7 heures, on est là pour la correction de baccalauréat session 2019. À l'étape actuelle, très tôt le matin, on a eu la réunion avec les superviseurs et les présidents de jury. Bon, on leur a dit ce qu'ils doivent faire, ils le savent très bien, on a échangé. Et depuis lors, ils sont déjà dans les sous-commissions. Et à l'étape actuelle, ils seront en train de revoir les corrigetypes. Et d'ici à là, la correction proprement dite va commencer. La phase d'enregistrement du projet de reconstitution des actes de naissance en souche Prahane initiée par le gouvernement et conduit par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, démarre ce mardi 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, l'administrateur gestionnaire de l'ANIP et le président du comité technique de pilotage du RAVIP ont donné un point de presse dans l'après-midi de ce lundi 1er juillet, suivant un extrait de leur déclaration au micro de Roland Kodjo Tolinkes et de Romaric Devouchi. Le gouvernement a initié 2 opérations majeures. La première, c'est le projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil qui concerne environ 2 500 000 personnes. La deuxième opération est l'opération dite de reconstitution des actes de naissance sans souche. Cette opération est prévue pour se dérouler du 2 juillet au 17 juillet 2019 sur l'ensemble du territoire national. Qui sont ceux qui sont bénéficiaires de cette opération? Pour être pris en compte, il faut être une personne ayant un acte de naissance dont la souche a été détruite, altérée, disparue ou qui se révèle inexistante dans les centres d'état civil. Il faut être une personne ayant un jugement supplétif, mais qui est sans procès verbal, dont le procès verbal n'existe plus. Pour être pris en charge dans cette opération, il faut se munir de 2 pièces. Un acte de naissance, la photocopie simple d'un acte de naissance, puis le récépissé d'enrôlement au RAVIP. L'opération ne prendra que pour chaque requérant environ 2 minutes au plus. Il faut retenir que cette opération ne prend pas en compte celui qui a un problème de souche, mais déjà rétabli au niveau du tribunal. Donc, avec la nouvelle opération du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche, notre pays entend réaliser une grande avancée dans la modernisation de son état civil. D'ores et déjà, je parle d'un 3e point qui interviendra incessamment après le point et qui fait l'objet de notre réunion, c'est le Dématec, étape où tous les registres d'état civil existants actuellement au niveau des arrondissements, au niveau des centres d'état civil, seront numérisés et les actes seront mis sous une forme dématérialisée. Si nous atteignons cet objectif, avant la fin de l'année, nous serons sûrs que
la modernisation de l'état civil est un pari gagné. Les parlementaires béninois de la 8e législature ont fait ce vendredi 28 juin le débat d'orientation budgétaire. Le gouvernement était représenté à l'Assemblée nationale pour apporter toutes les précisions sur les grands enjeux économiques du Bénin à l'horizon 2022. On fait le point de cette plénière avec Amen Didier, Rompe-Noudi et Romaric Devoché. La Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale a été invitée à présenter son rapport sur les performances de réalisation budgétaire afin de mettre au grand jour les points forts et les faiblesses qu'on peut y noter. Cette présentation du rapport sur le débat d'orientation budgétaire fait ressortir un taux de croissance en évolution de l'ordre de 8%. Le taux de croissance de l'économie s'afficherait à 6,7% en 2018 contre 5,8% en 2017 et 4% en 2016. Cette hausse du taux de croissance est principalement imputable à la bonne tenue de la production de coton qui n'a cessé d'atteindre des niveaux records depuis 2016. 2. La vitalité de l'activité dans le secteur des BTP en lien avec la mise en œuvre effective du PAG. 3. L'évolution favorable dans la branche de l'agro-industrie en réponse aux bonnes perspectives du secteur agricole. 5. Le dynamisme au port de Cotonou et ses efforts induits sur l'activité de transport suite aux réformes mises en œuvre par le gouvernement. Par ailleurs, l'amélioration de la gouvernance économique et financière a permis de renforcer l'efficacité des régies financières dans la mobilisation des recettes publiques. Les députés ont eu droit à la parole pour des éclaircissements sur les différentes orientations budgétaires, secteur par secteur. Le ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom, représentant son collègue en charge de l'économie et des finances, a apporté aux députés assez d'éléments explicatifs sur les performances économiques du Bénin qui vont beaucoup s'améliorer d'ici 2020. Mais avant, le ministre Séverin Quenom plaide pour un bon climat de travail sur le débat d'orientation budgétaire. J'ai noté également que beaucoup de recommandations ont été faites. Elles sont assez pertinentes, elles seront également prises en compte. C'est d'ailleurs l'intérêt du débat d'orientation budgétaire, qui est une nouvelle étape ou une nouvelle approche dans l'examen des comptes et des prévisions budgétaires. Et de ce point de vue, Monsieur le Président, le gouvernement aurait bien de sorte nous pourrions anticiper et assurer la représentation nationale d'une meilleure participation du gouvernement à ces débats-là. Il faut dire que ce débat d'orientation budgétaire s'avère nécessaire pour l'économie nationale et est une exigence de la loi pour le gouvernement et l'Assemblée nationale de présenter au peuple le débat d'orientation budgétaire avant le 30 juin de chaque année. Dans le même registre, ils étaient nombreux ces députés qui ont pris la parole au cours de cette session pour faire leurs observations sur les grands enjeux économiques du Bénin à l'horizon 2022. Suivez plutôt les députés Ake Natondé, Hassan Seigou et Tchabi Talata Zime Yerima. Au-delà des deux ministres, ministre du Plan et ministre des Finances, il faudrait aussi que les autres ministres qui dirigent des départements à caractère économique, tels que le ministre des Transports, ministre de l'économie numérique, agriculture, énergie, eau, tous ces ministères-là devraient être présents pour que nos débats soient vraiment enrichis. Ceci dit, d'année en année, les ministres des Finances, le gouvernement passe devant nous et parle de l'inflation maîtrisée. Mais il y a un piège qu'il faut éviter. Parce que lorsque nous avons des taux de croissance qui se renforcent, comme nous en avons actuellement, et que le taux d'inflation va en diminuant, nous allons vers ce qu'on appelle dans l'économie la déflation. Et c'est dangereux. Parce que la déflation n'encourage pas à terme la production. Les prix baissant, cela n'encourage pas forcément, cela n'amène pas les consommateurs à consommer, à augmenter leur consommation. Cela peut amener à la thésaurisation des ressources. Et donc, le gouvernement doit faire attention à cela. Ce résultat atteint et les perspectives me rassurent. Monsieur le Président, la seconde chose que cela m'inspire, c'est l'espoir d'un développement pour mon pays.
Parce que je me rends compte que les cadres émérites de ce pays, enfin, décident de ne plus nous faire mettre les pieds au hasard, là où nous ne maîtrisons rien, et que la prévision soit une chose comme arme de travail. Celui qui lit ce rapport voit bien que à l'horizon 2022, c'est-à-dire dans quelques 3 années, nous serions autour de 9,2% de taux de croissance. Je voudrais bien que ce soit nous les émergents et que l'effort soit fait pour qu'on atteigne encore 10%. Mais je ne crois pas avoir entendu les prévisions par rapport au projet de monnaie unique qui s'annonce au niveau des États de la CEDEAO. Dans ces perspectives économiques de 2020 à 2022, qu'est-ce que le gouvernement entend faire au cas où cette monnaie unique sera introduite pour en minimiser les effets négatifs? Qu'est-ce que nous prévoyons? Quelles précautions nous prenons pour l'introduction de la monnaie unique dont le projet de nom nous a d'ailleurs déjà été communiqué? En interactualité, en dehors du Bénin, les Togolais ont voté ce dimanche pour élire leur maire. Il s'agit d'une première depuis 32 ans dans ce pays. 569 listes sont en compétition pour 117 communes. Ces premières élections municipales depuis 1987 devraient consacrer l'élection de 1527 conseillers municipaux, de quoi redessiner le paysage politique togolais. Les mairies actuelles étant dirigées par des présidents de délégations spéciales nommés par le chef d'État. 3,4 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, mais le scrutin a connu un faible taux de participation du fait du boycott d'une partie de l'opposition. Le décompte a commencé, mais aucune date n'a été communiquée pour l'annonce des résultats. La police a tenté d'empêcher à Kinshasa la tenue d'une marche de l'opposition interdite par les autorités de la République démocratique du Congo en immobilisant la voiture qui transportait l'ex-candidat à la présidentielle Martin Fayulu. Ce dernier accuse plus que jamais son ex-allié, le président Tshisekedi, de n'être qu'une marionnette entre les mains de son prédécesseur et nouveau partenaire Joseph Kabila. Suivez plutôt. Oui, parce qu'ils étaient hostiles, on essaie de parler avec eux. Ils ont commencé à rejeter des projectiles, vous avez les images, alors on a usé 2-3 lacrymogènes, c'est tout à fait légal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas d'arrestation. Non, jusqu'à présent. Et là aujourd'hui, nous faisons l'objet d'une agression rangée par les policiers envoyés par Kabila et Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ce qui se passe là? Toutes les voitures, on a troué le pneu, et les policiers se mettent à prendre l'argent des paisibles citoyens et leur téléphone. Les journalistes sont agressés, on leur prend des caméras et tout ça. Mais nous sommes où? C'est le premier vrai avertissement d'un dérèglement climatique. Les vignes de Catherine Bernard, viticultrice dans l'Hérault, ont été brûlées par le soleil et la chaleur lors des records de température enregistrés en France. Comme d'autres, elle tire la sonnette d'alarme. Après les records de température, les vignerons de l'Hérault face à des grappes brûlées. Nous sommes les témoins du dérèglement climatique. Les vignes de Catherine Bernard, viticultrice dans l'Hérault, ont été brûlées par le soleil et la chaleur lors des records de température enregistrés vendredi dans le sud-est. Comme d'autres, elle tire la sonnette d'alarme. Je me suis dit, voilà, ça c'est le premier vrai avertissement d'un dérèglement climatique grave qui touche les vignes aujourd'hui de l'Hérault et du Gard. 2 jours après l'épisode caniculaire qui a brûlé une partie des vignes dans l'Hérault et le Gard, les viticulteurs constatent les dégâts et cherchent des explications. À Sursac et à Restinclière, les grappes ont été brûlées par le soleil. On pensait bien faire en utilisant donc des produits naturels, mais on s'aperçoit que s'il y a des fortes chaleurs, ça grille tout. Donc on se pose la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour exercer notre métier tout en respectant l'environnement et sans avoir des effets boomerang. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que si on repart là-dessus, on sait bien que c'est des méthodes à bannir. Il faut se tourner maintenant vers des produits biologiques et on s'aperçoit que ça a du mal à fonctionner. Alors est-ce qu'il va falloir
trouver une solution différente. Sur les 35 hectares de vignes qu'il détient, Émilie Fournel espère pouvoir assurer 50% de sa récolte. J'attends la venue de l'œnologue lundi pour qu'il constate ce que l'on peut sauver. Lundi, une visite sur le terrain en présence d'un représentant de l'État aura lieu à la demande de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, dont la cellule d'urgence sera déclenchée le même jour. Tous les viticulteurs touchés pourraient être recensés afin de connaître le pourcentage des pertes et de faire appel au fonds de calamité agricole, précise Jérôme Despé, président de cette chambre et numéro 2 de la FNSEA. Ce 2 juillet, les nouveaux membres du Parlement européen entrent en fonction, un emploi qui devrait être de courte durée pour les 73 députés britanniques dont le pays a prévu de quitter l'Union européenne le 31 octobre. Ils seront remplacés par les députés d'autres pays qui attendent dans l'incertitude que la place se libère. Reportage. Lucy Harris est britannique. Barry Andrews est irlandais. Tous deux ont été élus aux dernières élections européennes et leur carrière de député européen dépend pour tous les deux du Brexit. Car si le Royaume-Uni quitte l'UE comme prévu le 31 octobre, les députés britanniques devront laisser leur place. Lucy Harris est membre du parti du Brexit, elle milite pour le départ de l'Union européenne. Alors pour elle, perdre son travail fin octobre serait la plus belle des victoires. C'est assez ironique que je prenne un siège que je ne devrais pas prendre. Et je pense que c'est la faute de l'Union européenne, qui n'a pas été capable de négocier avec le Royaume-Uni. J'espère perdre mon travail le 31 octobre, parce que cela reflèterait le succès du Brexit et le fait de quitter une institution aussi antidémocratique que l'Union européenne. En tout, 29 députés du parti du Brexit ont été élus en mai dernier, après une élection à laquelle le Royaume-Uni n'aurait, selon eux, jamais dû participer. Depuis, le parti a diffusé une vidéo dans laquelle les nouveaux élus se plaignent de devoir prendre leur siège. Voilà, je suis arrivée, je prie juste pour qu'on ne soit pas là plus de 4 mois et que l'on parte vraiment. À Dublin, Barry Andrews est dans la situation opposée. Il fait partie des députés européens élus en prévision du Brexit et ne prendra son siège qu'après le départ des Britanniques. En attendant, il ne jouit d'aucune position officielle ni d'aucun salaire. Ma position est frustrante, je ne vais pas le nier. En même temps, c'est une situation étrange, parce que je suis peut-être la seule personne en Irlande qui va bénéficier du Brexit. Le favori dans la course à la succession de Theresa May, Boris Johnson, assure que le Royaume-Uni quittera l'UE le 31 octobre avec ou sans accord. Mais un nouveau report de la date est toujours possible. Lucy, Barry et plusieurs dizaines d'autres eurodéputés resteront dans l'incertitude jusqu'au dernier moment. Aucune avancée sur la dénucléarisation de Pyongyang, mais une poignée de main hautement symbolique entre Kim Jong-un et Donald Trump dans la zone démilitarisée entre les deux Corées depuis la fin de la guerre dans la péninsule en 1953 fait sensation. Cette rencontre qui s'est déroulée ce dimanche a été qualifiée ce lundi d'historique et extraordinaire par la Corée du Nord. Pour Donald Trump, il s'agit d'un grand jour pour le monde. C'est en effet la première fois qu'un président américain franchit le 38e parallèle. Le président américain a par ailleurs invité son homologue nord-coréen à la Maison-Blanche. On l'écoute. J'ai rencontré Kim Jong-un et nous avons eu une excellente réunion. Je suis entré avec le président Kim, je suis entré en Corée du Nord. Ils disent que c'est un moment très historique et je pense que c'est un moment historique. Nous avons eu une réunion très productive. J'ai évoqué l'incroyable prospérité qui attend la Corée du Nord lorsque tout cela sera réglé. Ils en parlent depuis longtemps, mais c'est un pays au potentiel immense et j'ai de bonnes relations avec le président Kim. C'est avec la paille sportive que nous mettrons un terme à cette édition. Les Scrabble du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun ont participé ce week-end à l'Open international de Scrabble de Cotonou, une compétition organisée par la Fédération béninoise de Scrabble et soutenue par le ministère des Sports du Bénin. Laurent Toninke et Denis Maroya pour plus de précisions. L'amphithéâtre Houdegbe de l'université d'Abomey-Calavi a abrité les 29 et 30 juin 2019 l'Open international de Scrabble classique de Cotonou, une compétition avec beaucoup de particularités et d'innovations. Et de faire de cette compétition la plus grande compétition de classique en Afrique et au-delà même de l'Afrique, l'une des plus grandes compétitions de classique au monde.
Nous avons voulu faire les choses bien en mettant une dotation qui puisse inciter les gens à prendre l'avion et à venir. Le premier prix est à 1 million, le deuxième prix est à 500 000 et le troisième prix est à 200 000. Des primes qui sont au-delà de ce que gagnent les Scrabblers, même au plan international. Une particularité qui a donc motivé la participation des Togolais, des Ivoiriens et même du champion en titre de Scrabble classique du Cameroun. Mon pseudo, c'est le gitan. Quand je viens à une compétition, c'est pour gagner. Je viens pour gagner. Si je ne peux pas gagner, je ne viendrai pas. Donc je suis là pour ramener la coupe au Cameroun. Oui, en dehors de la prime, au-delà de l'enjeu, c'est encourager la fédération béninoise pour l'initiative. Parce que le Scrabble, aujourd'hui, nous sommes dans un élan de sortir cette activité de la précarité. Après les différents matchs de poule de huitième de finale et de quart de finale, Joël Noumonvi et Julien Afaton d'une part, Jevron Tiakpe et Edem Dagba du Togo d'autre part se sont affrontés pour les demi-finales. Des parties âprement discutées et c'est Jevron Tiakpe et Julien Afaton qui s'en sortent pour la finale. Pour le match de troisième place était aux prises Joël Noumonvi, directeur de la compétition et directeur technique de la Fédération béninoise du Scrabble et Edem Kodjo Dagba du Togo. Un face-à-face Bénin-Togo gagné par Joël Noumonvi. C'est un véritable honneur pour moi que parmi tous ces quarts d'heure, je finisse troisième. Ça complète mon palmarès de champion national en titre. Pour dire la vérité, j'étais un peu déçu, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. C'est vivement, nous souhaitons que ça se répète pour que nous puissions revenir en force. Au terme de la compétition, c'est Jevron Tiakpe qui s'en sort en battant en finale le champion du monde Julien Afaton 3-2 sur les 5 parties. Il gagne le trophée et 1 million de francs CFA. Julien Afaton devra se contenter de 500 000 francs CFA. Daniel Essomba du Cameroun rentre avec le prix de l'amitié, tandis que Herman Kouadia de la Côte d'Ivoire remporte le prix du fair play. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine où aura lieu la deuxième édition de l'Open international du Scrabble de Cotonou. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes numériques Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.